Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de faire ce live ce midi avec Camille Bataillon, qu'on avait déjà vu il y a un moment en live avec Milly, qui fait partie de nos chouchoutes voilà, du départ. On va aborder le thème de l'intimité, car on a eu beaucoup de questions autour du thème de l'intimité récemment. Donc on a fait notamment un live avec Margot Friette sur renouer en fait avec la joie dans la sexualité, qui était très intéressant sur un thème général et la pression qu'on peut coller sur ces sujets-là. Et là, donc, on va recevoir Camille Bataillon, donc Camille par le sexe, qui, elle, aborde beaucoup les thèmes des changements de l'intimité, notamment en postpartum ou autour de la ménopause. Il y a vraiment des phases de vie où l'intimité, le corps, le rapport à son corps et à l'autre peuvent profondément changer. Donc je reçois Camille tout de suite, qui est donc sexologue et qui va nous en parler. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, on essaye de faire des lives qui sont en réponse à vos attentes. Donc on est tout oui, et n'hésitez pas à interagir. Hello Camille, Coucou ça va? Caroline, coucou tout le monde. Contente de te re-recevoir. Je suis désolée, je suis couverte, je ne sais pas ce que j'ai froid. C'est la fatigue du vendredi. Ouais. Je Voilà, parle bon, du nez, moi aussi, je suis ouais, enrhumée. j'ai vu que tu étais un peu malade. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, on est aligné. Moi, je suis pas malade, je suis juste frigorifiée alors qu'il fait 15 degrés, qu'il y a un grand soleil. Écoute, je vais te laisser te présenter parce que je pense que tu as une expérience hyper intéressante en plus, très voilà, multiforme. Tu es une Oui. jeune maman aussi, donc tu es déjà passée par plusieurs étapes. Voilà. Et voilà, et je suis ravie de faire ce live avec toi parce qu'on a effectivement beaucoup de questions qui tournent autour de l'intimité. Ça fait encore partie des sujets tabous. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur l'évolution de l'intimité dans le temps, dans un couple, et puis à des périodes clés de la vie. Donc, on va te laisser te présenter et nous aborder ces Oui. sujets. Merci. Déjà, j'ai bien aimé ta présentation. Alors, je suis en train de faire le réglage. Mon truc, il tombe en même temps. Donc, je sais pas, il tient plus. Donc, je vais essayer de le tenir comme ça. Mais j'ai bien présenté. On ne me connaissent pas. Je Mhm. suis Camille Bataillon du compte Instagram Camille Parle Sexe. Donc, je suis sexologue clinicienne. Donc, je réponds et j'accompagne vis-à-vis des questions de l'intimité et des changements, comme tu disais, au cours de la vie des femmes, des hommes, du couple, des parents ou non-parents. Vraiment, de toute façon, en termes de sexualité et d'intimité, c'est très vaste, c'est très large. Je suis aussi l'autrice j'allais dire d'un podcast, oui, mais d'abord d'un livre qui s'appelle Réinventer sa vie intime après bébé. Mais en fait, ça pourrait très bien être réinventer sa vie intime, réinventer Ouais. sa vie intime en ménopause, enfin, tu vois, c'est tous les Ouais. conseils donnés dans ce livre sont en fait valables pour Mais tout le monde. t'as des phases, tu vois, hier, je tombais sur des stats assez impressionnantes. Je regardais un peu pour le live et j'ai vu que tu avais plus de 20% des couples qui faisaient face à des grosses crises, genre dans les quelques mois après le bébé, parce que tu as une réorganisation de vie familiale, de fatigue assez forte. Et même chose au moment de la midlife ou de la périménopause, en fait, autour de 45-50 ans. Donc il y a quand même des périodes plus fragiles, on va en reparler, mais c'est assez impressionnant. Je ne pensais pas que ça concernait autant de personnes, Ouais, quoi. même, je dirais même plus que 20%, C'est mais 20 après, à à quel niveau? 25%. Après, bon, les stats là-dessus, Ouais. c'est toujours un peu compliqué, mais 20 à 25% de séparation, je crois. Donc des choses Ah, donc c'est par rapport à ardos. séparation. Oui. Ouais. Ouais, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus, je pense même, allez, on doit être à 50% même plus qui vivent effectivement dans des Mhm. bouleversements comme ça, des périodes de haut conflit, on va dire ça comme ça, et à Mhm. peu près effectivement 20% qui du coup se séparent la première année, hein, je crois la première année après bébé. Ouais, c'est ça. Mhm. Et on milite pour justement faire du préventif plutôt que du curatif, en donnant des informations, que le couple soit assez solide aussi pour traverser ces changements intenses. Parce que quand on est dans le tsunami, ben là, on s'en prend plein la gueule, on n'a pas le temps d'y voir clair. En Et plus, c'est c'est pour la ça que fatigue. ouais, la fatigue. Mhm. Et c'est pour ça que c'est important de le faire en amont, quand on est au calme, clair, que c'est pas intense, comme ça on a toutes les informations. Et une fois que la tempête arrive, on est prêt et prête, quoi. Mhm. Bah oui. Alors, qu'est-ce que tu peux conseiller justement dans ces cas-là? Si on aborde la partie postpartum, qu'est-ce qui revient à ce moment-là? Est-ce que il y a un mix de fatigue, de décalage de désir, qui est une des grosses causes en fait aussi, hein. Est-ce que c'est un problème de mécanique, physique, où la femme peut mettre du temps à se reconnecter à son corps? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu identifies, Oui. toi? Ouais, c'est bien que tu dises connexion. C'est, je pense, souvent, comment je vais dire ça? Une déconnexion. Alors, ça peut être en postpartum parce que changer,
ne sais plus ce que je veux, ce dont j'ai envie, donc une déconnexion de soi. Puis parce que, comme tu disais, il y a la fatigue, mais il y a aussi moins de temps parce que dans notre société, encore une fois, bah, la personne qui a accouché, c'est celle qui va s'occuper généralement de tout, c'est ce qu'on attend. Donc, plus de temps pour soi, donc plus de temps pour se reconnecter à ce qu'on a envie, à qui on est là aujourd'hui. Donc, une déconnexion de soi et aussi une déconnexion de la relation. Parce que, effectivement, si on n'a pas eu ces bases aussi à ce moment-là de communication, et ben quand il y a des tensions et des choses comme ça, en fait, on n'arrive plus à communiquer, on se menace, on se juge, on culpabilise l'un ou l'autre, etc. Et en fait, on se sent déconnecté. Donc, je pense que c'est principalement un problème de connexion. Oui, et puis toujours, on en reparlait avec Margot aussi la semaine dernière, l'acceptation, en fait, d'être tout dans accepter la vulnérabilité, être vraiment dans le moment où on est, savoir l'exprimer avec des mots. On en revient toujours un peu aux mêmes choses, mais je pense que ça, c'est hyper important. Oui, Et c'est pas puis, moi, évident. ouais, c'est pas du tout évident. C'est toujours le plus compliqué d'accepter ça et de pas être effectivement dans un culte de performance, de parce que pour les autres. Et est-ce que tu as aussi des choses, moi j'ai eu beaucoup de femmes, bah forcément comme nous on a des choses autour du postpartum, des gels intimes, etc. Qui aussi par exemple ne se posaient même pas la question d'utiliser un gel intime, tu vois, en post-bébé et en fait qui n'arrivaient pas forcément, peut-être que c'est encore de l'acceptation, mais à accepter en fait ce changement d'état du corps à un moment et ce changement il y a un temps de latence qui parfois est assez fort dans ces phases-là, que ce soit en périménopause ou en postpartum d'ailleurs. Ouais. Justement, ouais, comme tu dis, en Ah. postpartum, avec le changement hormonal, ou bah, si on allait, ou pour X, Y raison, des fois on ne sait même pas. Et puis en ménopause, c'est la même chose avec bah, le manque d'oestrogène. Il peut y avoir des sécheresses, et des fois il peut y avoir des sécheresses sans bouleversement hormonaux, hein. On n'arrive pas à tout expliquer. Ouais, ouais, tout à Mais fait. c'est vrai, comme tu dis, des fois il y a cette honte de devoir utiliser du lubrifiant. Ou alors des fois, bah, la femme voudrait bien, mais l'homme dit, bah non, c'est bon, je vais utiliser ma salive. Ah, Comme si ça, c'était honteux, Mm, honteux d'utiliser un lubrifiant, mm, et sachant que la salive n'est pas un mm, hydratant, un lubrifiant, ça fait rien, c'est pas mm, agréable du tout. Donc, on n'en mm, recommande pas du tout. mm. Par contre, on recommande d'être à l'aise et confortable avec le fait d'utiliser des lubrifiants. Et puis, bah, tu sais, en tant que sexologue, on le recommande tout le temps, en fait, du Mm. lubrifiant, de pouvoir avoir justement cette zone qui soit aussi hydratée, l'intérieur du vagin, mais aussi, bah, sur le pénis, de mettre du lubrifiant quand il y a des Mm, rapports avec pénétration, mais même quand il y a des caresses aussi, juste même en mm, masturbation, ou quand votre partenaire vous caresse bah, le clitoris ou même les lèvres, etc., que vous puissiez mettre du lubrifiant. Oui, on est d'accord, la Un salive, c'est une sexologue, il dit là la salive, ouais, non, c'est pas une bonne idée, on est d'accord. fausse bonne idée. Mais, oui, donc tu dis ça, il y a effectivement la partie lubrifiant. Il y a des femmes aussi qui mettent du temps à identifier des problèmes de périnée. Pourtant, on communique beaucoup sur les rééducations de périnée. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis aussi en postpartum qui disent, bon, bah, de toute façon, maintenant, c'est normal, je peux plus faire de trampoline, je peux plus faire de choses comme ça. Moi, ça me choque. Je dis, mais bien sûr que si. On peut faire tout ce qu'on veut toute sa vie. En fait, c'est un muscle, donc ça se remuscle et on peut tout à fait agir dessus. Oui. Est-ce que toi, tu rencontres beaucoup de femmes qui sont finalement, qu'on parlait un peu de déconnectées à leur corps, mais qui n'arrivent pas à identifier en fait des grandes choses qui peuvent vraiment changer la vie, quoi. Oui, parce que des fois, déjà, c'est un problème des fois de vocabulaire aussi, parce que Mm. périnée, pour beaucoup, déjà, on ne sait pas où ça se situe dans notre corps ou qu'est-ce que c'est vraiment. Des fois aussi, c'est bah, un manque d'exploration. Encore une Ouais, fois, on ne sait ouais. pas où sont les parties de notre corps. Donc, l'éducation sexuelle, l'exploration avec les bons mots, ont une importance. Et puis, tu parlais du périnée, et c'est vrai, alors moi, en consultation, je vois plutôt les personnes qui, justement, mériteraient d'apprendre à détendre ce périnée. On parle souvent de venir Ouais, tonifier le exact. périnée, Mm. dans les médias, de partout. De toute façon, il Et faut il que la paraît qu'il femme y a de soit plus en tonique. plus de périnée hypertonique, effectivement. Mais Donc des en fait, problèmes. Ouais. ouais, les kinés te diront, mais en fait, il y a plus de problèmes de périnée trop tonique que peu tonique, Mm, en fait. mm, Donc, et pareil, c'est un muscle comme tu disais. Donc, s'il n'est pas assez tonique, on peut le tonifier. Et s'il n'est pas assez détendu, on peut venir apprendre à relâcher. Mais un périnée, on va dire efficace, un périnée qui est mobile, qui sait se contracter quand il faut. Par mm, exemple, pour retenir les selles ou retenir l'urine, mm, c'est important. Et qui sait se détendre, par exemple, pour laisser passer un bébé en voie basse ou pour mm, laisser une mm, pénétration ou des doigts, une cup, un tampon sans douleur. mm. Mais à quoi seraient dus ces problèmes d'hypertonicité? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup l'inverse en postpartum, où justement, en plus, enfin, en fait, de ne pas avoir assez de tonicité, ça peut jouer beaucoup sur la vie sexuelle aussi, ça peut donner moins de plaisir, beaucoup de choses. L'hypertonicité, c'est surtout dans la tête, ou c'est des femmes qui travailleraient trop leur périnée?
Un peu des fois des deux. Les deux? Et sachant que l'hypertonicité n'est pas bon non plus parce que en fait, Bah ça non. crée des douleurs. C'est quand Bah, et les femmes puis viennent en le postpartum. vaginisme, tout ça, c'est des choses qui sont un Voilà. mélange de, on ne sait pas très bien, mais de ce qui se passe dans la tête, c'est un blocage du muscle en fait qui empêche la pénétration. C'est ça, Donc donc ouais, c'est les muscles qui entourent l'entrée du vagin, donc le mm, périnée en gros résumé, va se mm, contracter très très fort et donc du coup c'est du vaginisme, mm, impossible de pénétrer, ou assez fort pour que la pénétration en fait soit très douloureuse avant, mm, enfin pendant la pénétration, voire mm. même après, voire des fois quelques jours après. Ouais. Et ça, c'est dû effectivement donc, à ce périnée de manière physique, hein, puisqu'il se contracte, Mm, donc il y a quelque chose au niveau mm. physique, mais parce qu'aussi dans la tête, bah, finalement, je suis tendue, en fait. Oui, c'est surtout dans la tête là. C'est pas le fait parce que normalement un muscle on doit pouvoir le relâcher et le. Mais c'est les deux, en fait. Des fois, on peut se dire, je Mm, suis détendue, mais j'ai pas encore appris, conscientiser à ce que c'est la sensation mm. physique quand je détends ce muscle-là. Donc, D'accord. effectivement, peut-être il y a un plus gros pourcentage dans la tête, mais c'est pour ça que je Mm, réfère souvent aussi aux kinés ou aux sages-femmes qui font de la rééducation du périnée à venir aussi manuellement apprendre à venir mm, détendre de manière physique pour effectivement relier, parce que c'est déjà ouais. le périnée, comme tu dis, enfin, c'est souvent après une grossesse que la plupart des femmes découvrent ce muscle-là, C'est cette vrai. sensation-là, Ah alors tiens. que alors qu'en fait, ça pourrait être Mm, très aidant pour accoucher, justement, bien par voie sûr. basse, de savoir l'utiliser comme il faut, ou même, comme tu dis, pendant les rapports intimes, de Mm, savoir l'utiliser, de savoir mm, le contracter, mm, relâcher, bah, ça permet l'afflux de sang, parce que mm. contracter, décontracter, et donc plus de sensations aussi. Mm. Ah oui, moi je pense qu'il y a des vraies éducations à faire par rapport à ça, rééducation, lapsus. Mais vraiment, il y a vraiment quelque chose, effectivement, sur cette hypertonicité dont on parle peu, ou j'ai entendu Oui. récemment. Et Ah oui, et moi, tu disais pourquoi? Ah oui, aussi, pourquoi? ouais, Et je pense qu'aussi, je te parlais de la société attend beaucoup des femmes, cette tonicité, ouais, tu vois, du corps, genre les seins fermes, le visage ouais, ferme, le ventre ferme, les cuisses fermes. ouais. Et donc, beaucoup de femmes, en fait, sans même conscientiser, ont tout le temps leur ventre contracté. Même si vous nous écoutez, dites-nous si c'est le cas, mais ont Mm, souvent le ventre contracté parce que bah, faut avoir le mm, ventre plat, faut rentrer dans ses jeans. Et quand on a le ventre contracté, on a le périnée contracté. Donc, des fois, c'est des décennies d'apprentissage, de mm. contraction à venir désapprendre. Ouais, d'accord, qu'on conscientise même pas en fait. C'est même pas voilà, un Non, surentraînement, est-ce que j'allais dire. non, c'est Donc tous les apprendre messages sont absorbés. à tonifier, relâcher, quoi, trouver le bon équilibre. Et alors, donc ça, on parlait du postpartum, parce qu'en plus, il peut y avoir des plus ou moins de changements dans le corps, selon ce qui s'est passé aussi à l'accouchement, pendant la grossesse. Il y a des accouchements plus ou moins traumatisants que d'autres. Tu dis, généralement, quand tu accompagnes un couple, quand c'est un problème en postpartum, ça met combien de temps on va dire, à se remettre en place? Tu as de principaux conseils à donner autour de ça? Ou Par rapport c'est- à la libido, tu disais, ou autre chose? Ouais, libido, décalage de désir, enfin tout ce qui peut se Ouais. passer à ce moment-là dans l'intimité, en fait. C'est, tu disais, peut-être d'acceptation de son corps aussi. Et ben, ça dépend en fait où on est, Mm. où en sont ces personnes-là déjà. Parce que Bien. des fois, là, on parle de couple, mais il y a souvent quand même une majorité de cas où ça Mm. va être la femme seule qui va Mm. consulter. Mm. Alors, soit parce que bah, elle a décidé de faire ça en premier, puis ensuite Mm. le partenaire viendra, soit parce que en fait le partenaire, là je dis vraiment le partenaire Mm. dit moi j'ai pas de problème, je viens pas consulter. Donc si c'est Non, ça, j'ai déjà entendu ça. donc si c'est Avec ça, en Margot. fait on réglera jamais le problème. Mm. Déjà, Mm. partons Ah, il faut de y aller ça. à Il deux. Mm. faut y aller à deux. Ça, Ouais. je le dis tout de suite, la limite. Il y a des choses qu'on peut travailler en individuel, mais ça Mm. réglera pas 100% de la Mm. difficulté. Si on revient sur la connexion, tu vois, souvent c'est un manque de connexion. Donc la connexion, elle se fait à deux aussi. Donc il y a ça. Alors imaginons le couple, voilà, ils sont prêts tous les deux, motivés à consulter, ils se rendent compte qu'il y a cette difficulté-là. Mhm. Pareil, oui, pareil aussi, c'est d'évaluer déjà. Bon, la motivation, là, disons, ils sont motivés, mais en termes de communication, déjà, Ouais. comment est l'état de leur communication ensemble? Mm. Parce que un couple qui, alors, et souvent les gens vont dire, nous, on communique, on parle de tout, etc., donc on n'a pas de problème là-dessus. Non, en fait, communiquer et parler de tout, c'est très bien, certes, mais en fait, est-ce qu'on peut communiquer de manière authentique en partageant ses vulnérabilités, comme tu disais? Et ça, c'est pas la majorité des couples. Mm. Donc, souvent, on va venir déjà travailler cet aspect-là. Comment on peut venir de mettre une communication Mm. authentique pour qu'on puisse partager les non-dits, la colère, les ressentiments, tout ce qui se passe en Mm. fait pour ce couple-là, ce qu'ils vivent. Donc ça, déjà, ça peut prendre plusieurs séances, hein, déjà, remettre de Oui, en la fait, vous êtes communication. vraiment à moitié psychothérapeute en étant sexe. Ouais, Vraiment. c'est thérapeute, quoi, vraiment Ouais. thérapeute. Donc, Mm. c'est ce que font les thérapeutes de couple, c'est ce que Mm. font les psychologues, c'est ce que font les sexologues. Mm. C'est Mm. vraiment ça.
Donc ça peut prendre plusieurs séances. Ensuite, se réaccorder, en fait, finalement, tu parlais Mm. des écarts, mais les écarts, c'est la norme. En fait, tout le monde vit des écarts de libido, Mm. sauf peut-être au début de la relation, mais sinon, Mm. c'est presque la Ouais, norme. bien sûr. Donc, c'est comment on va s'accorder vis-à-vis de nos Mm. désirs qui sont différents. Mm. Et souvent, pareil, c'est un problème de communication vis-à-vis de ça, d'acceptation Mm. que, en fait, on n'a peut-être pas la même manière de fonctionner. Mm. Est-ce qu'on peut être conscient de ça? Et face à ça, est-ce qu'on peut être déjà dans l'accueil, hein, pas juger, toi, Ouais. t'es comme si, c'est pas normal, etc. Donc là aussi, il y a du boulot s'il y a ça. Mm. Et ensuite, de trouver, et ça, c'est le couple lui-même, et c'est pour ça que c'est important, du coup, qu'ils soient deux dans la séance, qui vont trouver les ressources, en fait. Mais Mm. s'il n'y a pas de la communication, ils ne peuvent pas trouver les ressources. Donc c'est pour ça qu'il Ouais, faut c'est quand le même déjà partage. instaurer la communication. Mm. Bah oui, non, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas plus différent que de couple, que de vie sexuelle, c'est vraiment trouver l'harmonie là-dedans. Oui. Ouais, Et donc, intéressant. et donc, il y a plusieurs pistes, effectivement, après pour eux de trouver, tiens, quelle est notre manière, qu'est-ce qui peut fonctionner pour nous par rapport à cet écart. Alors déjà, quand il y a des écarts de désir, la personne qui a le plus de désir, on va recommander de toute façon la masturbation, déjà, s'il y a l'envie, hein. Mm. Et de remettre cette notion de plaisir aussi dans Mm. cette pratique-là. Parce que des fois, ça peut être, on se masturbe, mais parce qu'en fait, on n'a pas eu ce qu'on voulait avec notre partenaire. Et donc, on le fait un peu dans la frustration, Mm. ce qui est pas top, quoi, ce qui est pas génial. Ouais. Donc, remettre cette notion de plaisir dans la masturbation. Et puis, ensuite, au sein du couple, qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement? Mm. Est-ce que peut-être la manière dont on fait de la sexualité, ça ne nous convient pas forcément? On pourrait mettre des Mm. ajustements. Et quand on communique, on voit qu'il y a quand même des ajustements. Mm. Bien sûr. Alors, il y a peut-être un pourcentage de personnes de couple où en fait c'est tellement extrême, leurs différences, leurs Mhm. envies, ils peuvent pas apporter de solution. Et voilà, ça reste une limite aussi. Et ça peut se découvrir en cours de relation. Généralement, ils en sont conscients quand même. Généralement, Ouais. ils disent, on a déjà envisagé qu'en fait, on n'était pas Mm. compatibles, ou on a déjà envisagé Mm. de se séparer à cause de ça. Ils tombent pas des nues. Par contre, des Mm. fois, ils viennent en thérapie pour dire, peut-être qu'on n'a pas eu toutes les ressources et on va creuser Ouais. ça. Et souvent, c'est le cas. Mm. Mais il y a des fois, et c'est très infime, et voilà, où Mm. on Où tu creuse, dis. puis c'est difficile, Ouais. quoi. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe au niveau, on a abordé donc l'après-bébé, donc un plus jeune couple, entre guillemets, puis il y a aussi cette période de périménopause où moi j'ai beaucoup de femmes, ça peut être en général, c'est entre 40 et 50 ans, cette phase où il y a des syndromes prémenstruels un peu plus marqués, beaucoup de bouleversements dans le corps, très différents selon les femmes, mais en tout cas, il y a très souvent des répercussions à minima sur le mental et ou la libido. Et Oui. beaucoup de femmes qui disent je me reconnais plus. En plus, ça peut prendre des choses, des aspects très différents. Il y a des aspects, alors mécaniques, on disait de lubrification. Il y a des femmes qui souffrent plus tôt que d'autres d'un manque de lubrification. D'autres où ça peut être l'inverse d'ailleurs. Il y a des cas inverses. Il y a beaucoup de cas de figure, mais on entend beaucoup. Je ne me reconnais plus. J'arrive plus encore une fois à me connecter à moi et donc j'ai plus confiance en moi. J'ai plus les mêmes envies. Enfin, comment on gère cette étape qui est assez délicate d'un point de vue émotionnel et physique? C'est très confrontant quand on se reconnaît plus, quand on est en manque de repères. Et moins on se reconnaît, plus on a envie de s'accrocher à avant aussi, tu vois. Souvent, Ah oui, oui. j'aimerais bien C'est retourner la life. Crazy. les mêmes sensations et tout. Et tu vois, dans ce que tu disais, on le retrouve en postpartum aussi. En fait, c'est une perte de connexion avec soi. Je ne me reconnais plus, je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas ce que je veux, ou alors, en fait, ce que j'aimais avant, en fait, ça me fait plus rien maintenant. Et donc, ça va passer effectivement déjà par ce processus de reconnexion. Souvent, il y a aussi ce qu'on se dit de la ménopause ou de la périménopause, de tous ces symptômes. Ils ne sont pas valorisés dans nos sociétés, hein. La Ah non. ménopause n'est pas valorisée, ces symptômes-là ne Mais ils sont sont pas même pas valorisés. connus, hein. Les femmes parfois changent et nous elles disent je sais pas d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Ouais, Et c'est tout cette c'est espèce d'oubli. invisibilisé. Ouais, Et quand, pardon. et quand, et quand c'est invisibilisé, du coup, on se dit, je suis la seule à vivre ça. Ouais, ouais. Et je ne suis pas normale, du coup. Mm. Et donc, Et ça, c'est puis il y a important de une prendre stat compte de de ça. dingue aussi, c'est tellement tabou et tellement dévalorisé que tu as quand même plus de 40% des femmes qui n'osent même pas en parler à son conjoint. En disant, Ah, bon, je sais pas, là je commence à avoir des cycles irréguliers, je rentre en périménopause. Je veux dire, c'est plutôt naturel et positif de rentrer en périménopause. Ça veut dire qu'on a atteint un certain âge et que c'est un phénomène naturel. Et en fait, de pas oser en parler, ça montre le tabou autour de la question. C'est hyper important d'inclure le conjoint là-dedans et d'en parler avec des mots normaux, en fait, et d'expliquer ce qui se passe.
Ouais, mais tu sais pourquoi elles le font pas? Non? Bah, déjà, est-ce qu'il y a de la communication authentique où on peut partager en toute vulnérabilité et en toute sécurité ce qu'on ressent? Mm. Donc, si ça, c'est pas possible, bah, on n'ose pas en parler. Et deuxièmement, bah, comme c'est pas valorisé, c'est aussi, tu disais, c'est positif. En plus, ça se trouve, on peut, voilà, on s'en fiche maintenant de la contraception une fois qu'on est bien ménopausé, etc. Le Mais besoin contraceptif, magique, quoi. c'est ça. Mais ça veut aussi dire que Ouais. je vieillis et que, bah, en Mm. fait, mon partenaire ou mon mari ou peu importe, s'il se rend Mm. compte que je vieillis, est-ce qu'il va encore me désirer? Voilà, je le savais. Est-ce qu'il va encore me désirer? Est-ce qu'il va encore me trouver sexy? Enfin, si la société m'invisibilise et ne me trouve pas sexy, mon partenaire ne va plus me trouver sexy si je dis que je suis ménopausée. Ouais, mais lui, il vieillit aussi, dans un couple dans la durée. Oui, mais c'est plus valorisé dans la société, donc c'est Ouais. pas si évident que ça. Je sais pas, Mm. hein, ça, moi, enfin, je ne suis Mm. pas dans ce processus-là, c'est ce que je peux entendre, mais je ne sais pas après les personnes qui le vivent et même là dans le chat, si c'est le cas, Mm. bah, de nous faire part si jamais vous avez du mal à le partager avec votre partenaire, ce que vous vivez, tout comme les sécheresses en fait. Hein. Tu parlais des sécheresses tout à l'heure, à n'importe quel âge, bah, des fois d'avouer qu'il y a des sécheresses au partenaire et de demander du lubrifiant, c'est trop difficile, quoi. J'ai le Ouais. soleil, Non, non, mais, je vais mettre ma main comme ça. T'es où mais, mon parasol? non, mais c'est fou parce qu'on disait au-delà de la ménopause, c'est aussi un processus qui s'appelle l'andropause chez l'homme. Donc, en fait, c'est des choses où il faudrait communiquer. Je pense que, en fait, pour moi, je suis pas du tout dans l'opposition homme-femme où je pense que les fragilités sont vraiment des deux côtés, si tu veux. Et effectivement, on reparlait de cette vulnérabilité, de cette communication, mais je pense que c'est hyper important de se dire que, bah, certes, on change, l'autre change aussi, et il faut essayer de Oui, trouver le positif, en fait, dans ces changements, et puis de trouver des accords pour pouvoir identifier, en fait, les femmes ont souvent du mal, que ce soit en postpartum ou en périménopause, moi c'est un peu ma conclusion quand on discute avec elles, ouais. à identifier ce moment de rupture, c'est-à-dire que être en changement, avoir des variations, oui c'est normal, il faut pas confondre ça d'ailleurs avec l'âge, avec beaucoup de choses, le fait d'être jeune maman, etc. Mais il y a ce moment où on se dit, ah là je suis vraiment plus bien et en fait je restreins mes désirs et je suis frustrée de quelque chose. Et ça, c'est pas la même chose. Ou alors j'ai des douleurs pendant les rapports, je ne reconnais plus. Et là, on peut agir dessus. Donc la différence, elle est là. Il y a une partie d'acceptation Oui, du processus de la vie et il y a une partie de sur quoi je peux agir pour que ça aille mieux et m'adapter à cette nouvelle phase. En fait, c'est un peu pour ça que je milite, quoi. On n'est pas limité, en fait. oui, oui. Oui, mais l'acceptation, c'est aussi tout un processus. Hein. Il y a des personnes qui peuvent mettre des années, voire jamais, à accepter une situation et à toujours chercher quelque chose qui, en fait, si elles acceptaient, elles passeraient plus facilement outre, en fait. Ouais. C'est pas évident, tu vois. Et puis, sur le Euh, vieillissement, je trouve qu'on communique aussi très peu. Je sais pas si tu reçois des personnes plus âgées, toi, dans ton cabinet, mais sur la vie sexuelle point, des personnes plus âgées, mais là, ces euh, dernières années, un peu plus. ouais, un peu plus. Et c'est léger quand même. Mais tu trouves qu'il y a, Alors, enfin, on peut garder une vie sexuelle longtemps et tard, en fait, in fine, en disant qu'il y a cette bonne acceptation et communication. bah, en fait, oui, et même en solo, même il n'y a pas besoin même d'attendre un ou une partenaire, mais il y a aussi des personnes, et c'est chouette de prendre la parole là-dessus et de militer aussi, de visibiliser les personnes de plus de 60 ans, etc. Parce qu'il y a encore cette croyance, ah bah oui, mais c'est, enfin, même les personnes qui ont 30 ans et qui disent, ah, mais on a une libido 10 de ans vieux. en commentaire. 90 ans le plus ancien. Ah bah ouais, c'est magnifique, Ah ouais. ouais, ouais. Mais oui, et il n'y a pas d'âge en plus pour venir consulter, et de plus en plus quand même, depuis aussi MeToo, depuis aussi voilà, le clitoris, depuis qu'on le voit de partout, bah, il y a des femmes de plus de 60 ans qui viennent en consultation et qui disent, mais moi c'est la première fois en fait qu'on me parle vraiment de ce clitoris et que je découvre seulement maintenant à 60 ans passé, bah waouh, des nouveaux plaisirs. Donc, et elle culpabilise de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Et en même temps, bah, c'est une richesse de dire qu'en fait, à n'importe quel âge, il y a plein de découvertes et qu'en fait, ça ne s'arrête pas. Et pareil, souvent, on dit ça s'arrête parce qu'on pense à la pénétration. Mais en fait, la sexualité est bien plus vaste et plus riche que ça. Et donc, bah, peu importe l'âge. Et là, ce que je voulais revenir aussi sur même des couples qui ont 30 ans, la trentaine, et qui ont une baisse de libido, voire plus de sexualité, ils disent, oh non, mais enfin, si on avait 60 ans, 70 ans, on comprendrait de plus avoir de sexualité, mais là, quand même, à 30 ans, je suis là, mais non, mais en fait, elle a 60, 70 ans, j'espère pour vous que vous aurez quand même une vie intime satisfaisante, peu importe la fréquence, mais en tout cas, ça ne veut pas dire que ça s'arrête. Mais tu vois, les croyances qu'on a aussi Ouais, c'est sont importantes. l'invisibilité, et puis on met pas en avant toujours ce culte de la performance, et puis de pas mettre en avant
des corps un peu différents. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses Ouais. qui conduisent à ça, mais il faut savoir séparer le biais culturel voilà, de Ouais. cette paix et cette joie qu'on peut trouver dans la sexualité. Je pense à tout ça chacun. Toi, Oui. tu as beaucoup de personnes plus âgées c'est quoi ta moyenne d'âge à peu près en calcul? Moyenne d'âge, je dirais quand même, c'est plus la trentaine en Ouais, moyenne d'âge. Et mais après, tu vois, ça va de 18 ans alors là, la personne disait à 90 ans. Moi, je pense pas que j'ai eu 90 ans. Je crois que ça a été jusqu'à 75 pour l'instant. Je suis pas encore passée plus haut que ce palier-là. Mais pourquoi? Je sais pourquoi aussi. C'est parce que je consulte seulement en ligne. ouais. Donc, Donc ça- il y a déjà un il y a un biais. biais. Il y a un Ouais. biais parce que bah, ça demande d'être à l'aise avec la technologie, la visio et tout ça. Donc, c'est voilà. Mais le plus, c'était 75. Mm. Et je pense qu'on va y aller voilà, de plus en plus. Et surtout, bah, avec des lives comme ça, ou même des documentaires qui me visibilisent ça, bah, les gens vont se sentir en Ah, fait que ouais, c'est normal, que j'ai le droit de continuer à avoir une vie intime. Et des fois, c'est parce que elles aimeraient, ces personnes-là, continuer une vie intime, mais que la société, dans les croyances, disent bah non, c'est pas OK, ou là là, c'est honteux, shame on you, si vous avez une sexualité quand vous êtes senior, bah, elles ne se mm. le permettent pas. Tu vois, il y a une question aussi de permission. En fait, il y a plus de choses de ce que j'entends et de ce que je comprends qui se passe dans la tête. Même quand on parle, il y a beaucoup de choses au niveau physique, douleurs vulvaires, problèmes de vaginisme, problèmes de dyspareunie, qui sont presque plus dans la tête que physiquement. Et puis il y a des problèmes physiques qui se résolvent. On dit Oui. travailler le Mais les périnée, deux, attends, ouais, même si ça se passe dans la tête, enfin, les dyspareunies, et pareil, c'est pas que dans la tête hein, non plus, parce qu'après, ça peut faire penser aux personnes que oui, ça elles peut être- inventent et elles se non, c'est créent le pas le but. problème. Ouais, C'est pas ça, hein. Juste pour nuancer un petit peu pour les personnes si jamais ouais, voilà, on nuance. Mais tout se soigne, que ce soit ouais. physique ou même psychologique ou les deux. Et tu parlais des douleurs, ça se traite, ça se soigne. Ça peut prendre du temps, oui, et ça demande un accompagnement, ça demande des professionnels qui soient au courant aussi de ces pathologies-là. Ouais. Et puis je trouve ça très bien, il y a quand même un mouvement à parler plus de masturbation générale, de masturbation féminine aussi, dont on parlait Mhm. très peu. C'est un gros tabou Oui, avec voilà, les nouvelles sextech, etc. qui évoluent. Et ça, je pense que c'est très important comme mouvement parce que ça montre un peu que c'est ça en fait. Ils le valorisent presque sous un angle santé. Je pense que plus que de la santé, c'est de la connexion à soi d'abord. Parce que on bon, si revient c'est juste là-dessus. le réflexe santé, c'est pas très Bah, sexy, entre guillemets. Mais... ouais, ouais, c'est pas sexy. Et en même temps, on se dit, bah, on prend des fois des médicaments ou des compléments alimentaires, et là, de se dire, bah, tiens, pourquoi pas, quoi. Non, mais complètement. Mais si tu veux, pour moi, c'est vraiment quelque chose. C'est le rapport à soi. Mm. C'est tellement global. La sexualité, ça Oui, fait partie de la vie. oui, Mais il y a un mouvement assez important par rapport à ça. Et pourtant, quand deux personnes se retrouvent, il y a toujours ce côté, voilà, performance. Enfin, il y a beaucoup d'injonctions, en fait. oui. Comme tu le sais très bien, tout le monde peut avoir un décalage à un moment. Bah voilà, faut bien essayer de t'en parler, de Oui, cette... et d'ailleurs, quand on parle aussi de baisse de libido, là, quand c'est des femmes qui consultent baisse de libido, et je questionne hein, sur la masturbation, pas qu'il y ait besoin de se masturber pour avoir une vie intime, mais des fois, ça donne des clés. Par exemple, dans le cas où la femme dit, bah moi, en fait, oui, avant, je me masturbais, bon, peut-être pas fréquemment, mais ça m'arrivait, ça me faisait du bien, c'était mon moment à moi, ou pour me déstresser, etc. Mais depuis que je suis maman, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, j'ai pas de temps pour moi, donc je me vois pas aller me masturber, etc. Et donc, effectivement, rien de tel que la masturbation pour connaître son corps, pour se reconnecter à son corps, mais ça soulève aussi des fois d'autres questions qui est, bah, en fait, est-ce que j'ai du temps pour moi? Comment je peux me dégager ce temps-là? Comment on s'organise en tant que couple, en tant que famille, pour avoir aussi des moments à soi, des moments de couple, et puis si on a des enfants, des moments tous ensemble aussi. Ouais, tout à fait. Non, non, c'est une organisation, mais il faut déjà le mettre en priorité, effectivement. Donc toi, t'as beaucoup aussi de choses comme ça, du temps à soi, de travailler sur le temps à soi. Ouais. C'est un des premiers pans, surtout avec les femmes. Je dis pourquoi les femmes, parce que les hommes ont souvent de la facilité à prendre du temps pour eux, puis la société dégage du temps facilement pour eux. Les femmes vont plutôt culpabiliser ou ne se permettent pas de prendre ce temps-là, ou quand elles le veulent, elles n'ont pas le soutien pour Mm, prendre ce temps-là pour elles. mm. Oui, c'est très vrai. On a un petit message sur j'ai 50 ans, je ne me reconnais plus, je stresse, tout a changé. Faut savoir si l'ashwagandha est bon pour le stress. Oui, Ah, mais il faut je ne prendre du sais temps pas. pour vous, comme disait Camille. Oui, l'ashwagandha est une très bonne. Attends, je connais pas c'est quoi la shwanga, c'est le... L'ashwagandha, c'est la plante indienne ayurvédique adaptogène.
qu'on a dans notre complément alimentaire d'ailleurs, et qui en fait, c'est assez magique sur comme les plantes adaptogènes, ça a le pouvoir de s'adapter un petit peu, tu sais, à ton. Et c'est une plante c'est une des seules qui est reconnue pour moduler le niveau de cortisol. Et en fait, si tu as besoin d'avoir un peu plus de tonus, ça va plutôt booster le tonus. Alors que quand tu es très, justement, très Précis. stable, très dans l'excès inverse, en fait, ça va plutôt avoir tendance à te calmer. Et c'est une plante Trop qui est bien. très la libido, Ok. notamment. Ok. Il Bah alors, n'y a pas de plante miracle, ça j'insiste là-dessus. Moi, je suis pas vendeuse de pilules miracle du tout. Vraiment la connexion, tout ce dont on avait parlé aussi avec Margot, déjà reconnaître ses désirs, savoir où on en est, savoir les mettre à plat. Voilà, on a parlé de plein de choses, mais c'est hyper important, c'est le principal. Et après, ce qui est d'ordre physique ou gène, généralement, ça se résout. Donc, oui. pas Oui. Mhm. Et puis, alors ça peut peut-être, alors je ne connaissais pas cette plante, mais c'est intéressant, mais des fois ça peut aider, pas miraculeux comme tu dis, mais si ça Mm. peut aider des fois à déstresser un petit peu pour pouvoir travailler sur d'autres aspects, ça c'est intéressant. Pour pouvoir, peut-être, il y a des fois des personnes qui ont besoin effectivement de plantes. Et alors là, c'est pas légal en France, etc., mais il y a plein d'études sur le cannabis aussi, cannabis et sexologie. Et l'idée, c'est pour les personnes qui sont ultra stressées, parce qu'on sait aussi que, alors le lien, pourquoi le lien? Parce qu'en fait, la pleine conscience, la méditation, bon, on sait maintenant que c'est un outil génial pour justement la relaxation. Donc, pour les personnes très très stressées et anxieuses, elles ont de la difficulté à se mettre dedans. Et des fois, un outil, alors peut-être cette plante, voilà, je ne sais pas, ou d'autres plantes, ou un autre outil, quelque chose, peut aider à se relâcher, à se détendre un peu pour pratiquer la méditation, pour qu'en fait, sur le long terme, on ait des pratiques à soi sans avoir à se substituer peut-être d'un médicament, de quoi que ce soit, mais des outils de gestion de stress. Et Ouais. je pense que ça, quand on se reconnaît plus et je stresse, bon pour le stress. Enfin, le stress, c'est de voir déjà aussi, voilà, si on a une personne anxieuse déjà de manière générale, parce que quand il y a des éléments perturbateurs dans la vie, et par exemple, un changement, voilà, post-ménopause, je me le reconnais plus, c'est un élément stressant qui vient rajouter déjà à la casquette je suis stressée, bah, c'est plutôt aussi de développer des outils de gestion de stress, déjà de manière générale. Et effectivement, le stress, on disait, c'est quand même le premier perturbateur, même dans le quotidien, hein, du couple qui va bien. Un stress au travail, enfin, c'est un des premiers éléments qui peut laisser plaisir. Et en plus, ça joue mécaniquement, pour le coup, sur des causes physiques. Là, on parlait concrètement, ça Les peut retenter réactions. différentes, mais oui, les douleurs, même des douleurs au Mhm. ventre, des problèmes de. Enfin, il y a énormément de choses liées au stress, c'est quand même vraiment le perturbateur numéro un. Mais donc, ça Oui. va aussi avec le fait de se connaître, de se reconnaître, d'apprendre à gérer ses émotions. Enfin, il y a beaucoup de Ouais. choses. Et puis l'acceptation aussi, je ne me reconnais plus. Et en fait, je pense que tout comme l'adolescence, mais la grossesse, le postpartum, la ménopause, c'est des phases de transition qui Mm, sont soudaines, hein, mais on va dire sur quelques... C'est soudain quand même aussi les changements. Hein, mm, l'adolescence, postpartum, ménopause, c'est quand même assez soudain et ça peut mm. être effrayant. Mais c'est une étape qu'il faut pouvoir accepter parce qu'en fait, il n'y a pas de retour en arrière. Ouais, Et ça ne veut pas dire que c'est moins bien, mais il n'y a juste pas de retour en arrière. ouais. Donc là, t'es vraiment, en fait, on change d'état, il faut accepter et se mettre dans ce nouvel état. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus parce qu'au niveau de la périménopause, il y a beaucoup de femmes qui, par exemple, supportaient très bien certains types de régimes. Il faut savoir que même le microbiote intestinal peut changer autour de la ménopause. Il y a beaucoup de choses qui changent dans le corps, fatalement. Et en fait, il y a des aliments qu'on supporte moins bien, qu'on a supporté toute sa vie et que tout d'un coup on supporte moins bien. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont liées, Oui. mais il faut pas le voir comme une fatalité. C'est en fait un phénomène de réajustement, hein, comme on mangeait pas les mêmes choses dans sa tendre enfance. Et J'allais le dire. après, ah bah voilà, tu vois, on est connecté. Et donc, je pense qu'il faut le voir comme ça et pas trop assimiler la ménopause à la vieillesse, parce qu'en fait, il y a beaucoup à vivre encore. La femme va vivre plus d'un tiers de sa vie après la ménopause, et ça peut très bien se passer. Donc, il faut vraiment, voilà, nous voir avec des outils en main et beaucoup de choses à créer après cette période. Il y a des femmes qui sont extrêmement libérées sexuellement après la ménopause. Oui, il faut qu'on valorise aussi ça. Hein. C'est très positif et je pense plus on a des images positives justement de Mm. ça, qu'on visibilise, qu'on dit voilà des femmes à la sexualité après plus de 50 ans, peu importe, c'est chouette, etc. Ça va aider aussi dans les croyances. Et en fait, tu sais aussi que en fait, la période de la sexualité, de l'intimité, elle est quand même beaucoup plus
grande, plus, comment on va dire, en termes de durée beaucoup plus longue en post-ménopause. Parce qu'en fait, imaginons, voilà, la moyenne, c'est à peu près vers 16-17 ans, hein, voilà, de commencer sa sexualité. Alors là, la sexualité avec partenaire, parce qu'on peut commencer avant. Et puis, bah, si la ménopause ou préménopause arrive à 40, 50 ans, et puis qu'on vit quand même un peu longtemps, bah, en fait, il y a peut-être tout autant à vivre en étant ménopausée. Autant Oui, pouvoir être bien dans parce- dans cet état. tout à fait. Puis moi, j'ai vraiment des témoignages de femmes pour qui ça a été la révélation pour le coup, le fait d'être Ouais. libérée, la possibilité de tomber enceinte, surtout qu'il y a quand même, quand on regarde les statistiques, il y a beaucoup de femmes qui ont eu des problèmes à ce niveau-là, enfin d'avortement ou de fausse couche, qui ont eu un petit traumatisme quand même là-dessus. Il y a des femmes qui découvrent une sexualité beaucoup plus épanouie après la ménopause. Et il y en a pas mal. Moi, j'ai Oui, des témoignages, oui. alors certes, qui ont besoin peut-être de l'aide d'un lubrifiant ou quelque chose, mais enfin, ça, c'est un micro-détail. Lubrifiant, voilà. Ça, si c'est que lubrifiant, bah, disons que ça serait dommage de s'en passer pour vivre une vie sexuelle épanouissante, hein. Et c'est vraiment, c'est fou, quoi. Enfin, je veux dire, il y a Ouais. vraiment figure et je pense qu'on a besoin de plus effectivement en parler et veiller à ça. Et comme tu dis, la route n'est pas finie, il reste beaucoup de joie à découvrir dans la sexualité à ce moment-là. Non, et c'est souvent aussi quand les personnes sont bien dans leur vie, dans ce qu'elles vivent à ce moment-là, même dans le couple, parce que là, on parlait des couples où il y avait du mal vis-à-vis de la ménopause, mais quand les couples, justement, bah, ont accepté ce processus de la vie, hein, bah, ils sont en recherche justement de se dire, bah, allez, on veut se faire plaisir, on va en profiter. Il y a souvent cette notion de, allez, maintenant c'est bon, là, on veut plus se prendre la tête, on va en profiter. Et Mm. c'est génial. Ah bah oui. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup. Je sais pas si tu as un mot de la fin ou si vous avez des questions là-dessus, mais Ouais. je pense qu'on Bah, essaie de passer un message positif. Il y a tout à faire toute sa vie avec des réajustements parce qu'il y a des phases de vie où bah, ça se passe différemment et dans le corps et la tête et c'est normal, hein. C'est des phases de réajustement. La vie n'est pas linéaire, on le saurait. mhm. Mais voilà, si tu as une petite chose à rajouter Ouais. ou... Bah, ouais, le résumé de tout ça, c'est effectivement d'accepter. Avec l'acceptation, c'est beaucoup plus simple, même si l'acceptation, c'est tout un processus, mais Ah, accepter, connexion et oui. en profiter, quoi. Savoir ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus. Ouais, ouais, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Bon, sans rajouter une pression, mais dans le sens, voilà, vivez la sexualité que vous avez envie et ne vous freinez pas parce que vous avez tel âge ou parce que ça y est, vous êtes ménopausé ou parce que vous êtes en postpartum. Non, si vous avez envie de le vivre, allez-y. C'est drôle, on vient d'avoir un message justement, bravo, qui témoigne sur je viens de me faire enlever les trompes et ça a libéré ma sexualité. Je pense que voilà, ça peut être, il y a autant de cas que de personnes, mais ça peut être aussi libérateur en fait. Très. Mm. Ben, merci beaucoup Camille, en tout cas, c'était toujours un plaisir de partager avec toi. Puis n'hésitez pas à poser vos questions, on répondra dans la mesure du possible. Et Yes. puis profitez bien, je crois que c'est le mot de la fin. Bah, merci. Bah, profitez bien. Merci encore pour cette Merci invitation, Camille, Caroline. à Salut, bientôt, au à revoir. bientôt.